Les lumières de la salle des fêtes de l'hôtel brillaient encore sur le port de Djerba quand Monique Chevalier a compris, pour la première fois depuis 11 ans, qu'un homme la regardait vraiment, et ce moment de grâce allait lui coûter 47 000 euros et la quasi-totalité de ce qu'elle avait mis 3 décennies à construire. Elle avait 55 ans, une carrière irréprochable à l'hôpital de Nantes, une fille dont elle était fière, et un vide intérieur qu'elle avait appris à ne pas nommer. Ce voyage en Tunisie était le premier depuis 7 ans. 10 jours de circuit culturel avec un groupe de retraités et pré-retraités entre Tunis, Carthage et les plages de Djerba, une parenthèse qu'elle s'était accordée presque à contre-cœur, après des années à remettre à plus tard le simple droit de souffler. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le guide de ce circuit avait fait de ce type de parenthèse une profession. Que le thé à la menthe sur la terrasse du dernier soir n'était pas une improvisation romantique, mais une technique rodée sur 6 femmes avant elle, et que le sentiment d'avoir été vu, enfin vraiment vu, était le produit le plus habilement vendu de toute l'arnaque. Voilà l'histoire de Monique Chevalier, une histoire de deuil, de solitude, et d'un homme qui a su exactement quelle porte forcer. Monique avait grandi à Nantes dans une famille de fonctionnaires où l'on ne parlait pas beaucoup de sentiments, mais où l'on travaillait dur et l'on tenait ses engagements. Son père était comptable municipal, sa mère enseignante du primaire, 2 personnes droites, sérieuses, qui lui avaient transmis le sens du devoir comme d'autres, transmettre le goût de la musique. Elle avait fait des études de gestion administrative, obtenu son diplôme avec mention intégré l'hôpital public de Nantes à 25 ans et n'en était jamais repartie. 30 ans dans le même établissement. D'abord secrétaire de direction, puis responsable administratif d'un service, puis chef de service administratif avec 10 à 8 agents sous sa responsabilité. Un parcours rectiligne, construit sur la rigueur et la fiabilité, qui lui avait valu le respect de ses supérieurs et la confiance de ses équipes. Elle gérait des budgets, des plannings, des conflits internes avec la même efficacité tranquille qu'elle apportait à tout ce qu'elle faisait. Mais Monique avait une vie intérieure que très peu de gens connaissaient. Dans le tiroir de sa table de nuit, il y avait toujours un roman sentimental en cours, les grandes histoires d'amour tragiques, les retrouvailles impossibles, les personnages qui s'aimaient à travers les guerres et les continents. Elle les lisait tard le soir, après avoir vérifié que la porte était bien fermée, avec le sentiment un peu honteux d'un plaisir qu'elle n'aurait pas su expliquer à ses collègues. La chef de service administratif qui pleure sur des romans d'amour, non, ça ne correspondait pas à l'image qu'elle projetait. Son mari, Bernard, était mort 11 ans plus tôt d'un infarctus brutal, un mardi matin ordinaire, avant même d'avoir eu le temps d'appeler à l'aide. Monique avait 44 ans. Leur fille Sophie en avait 10 à 9. Le deuil avait été long, silencieux, et n'avait jamais vraiment trouvé de fin, plutôt une forme de cicatrisation incomplète à un endroit du cœur qu'elle avait appris à ne plus toucher, parce que ça faisait encore mal quand on appuyait dessus. Elle ne s'était pas remise en couple après Bernard, pas par manque d'occasion. Quelques hommes avaient tenté leur chance dans les années qui avaient suivi, mais parce que quelque chose en elle résistait. Peut être la loyauté, peut être la peur, peut être simplement qu'à 45, 47, 50 ans, on commence à douter qu'on mérite encore ce genre de choses. Qu'on se dit que l'amour, le vrai, celui qui vous voit comme vous êtes et vous veut quand même, c'était pour avant, pour la jeunesse, pour les gens qui n'avaient pas encore eu leur compte de chagrin. Sa voisine et amie Josiane Mercier, institutrice retraitée de 58 ans avec qui elle prenait le café tous les dimanches matins depuis 15 ans, était la seule à qui elle parlait parfois de cette solitude. Josiane était directe, chaleureuse, et avait une façon de nommer les choses qui forçait l'honnêteté. Un soir, elle avait dit à Monique « Tu es la femme la plus compétente que je connaisse, et tu te comportes comme si tu n'avais plus le droit à rien de doux. » Monique avait souri et changé de sujet, mais la phrase était restée. Ce qui est difficile à expliquer, quand on regarde la vie de Monique de l'extérieur, c'est à quel point elle semblait complète et accomplie. Un appartement lumineux dans un quartier calme de Nantes, des collègues qui l'estimaient, une fille brillante et attentionnée. Rien dans ce tableau ne laissait deviner le manque. C'est précisément ce qui le rendait dangereux. Les vides les plus profonds sont souvent ceux que personne ne voit, parce que celui qui les porte a appris à les habiller de compétences et de sourires professionnels. Josiane voyait. Pas tout, mais assez. Elle savait que Monique rentrait chez elle le soir dans un appartement silencieux qui n'attendait personne. Elle savait que les fêtes de fin d'année étaient les moments les plus durs, ces périodes où la solitude prend une forme particulièrement acérée parce que tout autour vous rappelle ce que vous n'avez pas. Elle savait que le café du dimanche matin peut être la seule conversation de la semaine où Monique n'était pas en train de gérer quelque chose ou quelqu'un. Il y avait aussi cette façon qu'avait Monique de
parler de l'avenir ou plutôt de ne pas en parler. Les collègues évoquaient leurs projets de retraite, leurs rêves de voyage, leurs envies de petits-enfants. Monique écoutait, souriait, posait des questions aux autres. Elle ne projetait rien pour elle-même. Comme si l'avenir était une pièce dont elle n'avait plus la clé depuis le mardi matin où Bernard n'avait pas appelé à l'aide. C'est dans cet état d'esprit, ce mélange de force acquise et de vide, soigneusement compartimenté, qu'elle avait réservé ce voyage en Tunisie. 10 jours. Un circuit culturel avec une agence de voyage nantaise. Groupe limité à 8 personnes, tout compris. Elle avait posé ses dates de congé, fait sa valise avec méthode et pris l'avion pour Tunis un lundi matin de la fin du printemps, convaincue que ce voyage serait agréable, instructif et parfaitement sans conséquences. Riyad Mazali avait 26 ans et une façon de se tenir dans un espace qui faisait croire qu'il en était le centre naturel. Né à Sousse, dans une famille modeste du quartier de Jawara, il avait obtenu sa licence de guide touristique à 22 ans et s'était spécialisé dans les circuits pour groupes européens, essentiellement français, belges, suisses. Il parlait le français sans accent marqué, connaissait l'histoire de Carthage mieux que certains archéologues et avait développé au fil des années une intelligence des gens qui avait rien à voir avec l'empathie. Il savait lire les groupes de touristes en 5 minutes. Il identifiait les dynamiques qui voulaient être flattés, qui voulaient être instruits, qui cherchaient du contact humain sous prétexte de voyage culturel. Avec les femmes, seules d'un certain âge, il avait développé un protocole précis, non écrit, affiné sur des années. Ne jamais aller trop vite, ne jamais paraître intéressé en premier, laisser la femme croire que c'est elle qui a remarqué quelque chose de particulier en lui. Ce qui distinguait Riyad des arnaqueurs ordinaires n'était pas son apparence. Il était séduisant, certes, mais pas exceptionnellement. C'était sa patience. La plupart des hommes qui opèrent dans ces circuits touristiques brûlent les étapes, demandent trop tôt, créent une alarme qui fait reculer la victime. Riyad avait compris quelque chose de plus fondamental. La femme qu'il ciblait n'avait pas besoin d'argent, elle avait besoin de temps. De temps passé avec quelqu'un qui semblait s'intéresser à elle. Plus il lui donnait ce temps, plus la dette émotionnelle accumulée rendait naturelle n'importe quelle demande financière ultérieure. Il avait aussi une intelligence rare des mots. Pas les grands discours romantiques, cela déclenche la méfiance chez les femmes intelligentes, et Monique était intelligente. Non. Riyad travaillait dans la précision, dans le détail juste, dans la phrase courte qui touche exactement le bon endroit. 11 ans, c'est long à porter seul. 6 mots. Pas de consolation, pas de promesse, juste la reconnaissance d'une réalité que personne d'autre n'avait nommée depuis des années. C'est avec 6 mots qu'il avait ouvert la première fissure dans la forteresse que Monique avait construite autour d'elle-même. Son ami d'enfance Firas Jebali, également guide touristique, était le destinataire habituel de ses confidences. Dans leurs échanges privés, Riyad parlait de ses victimes avec un mépris déguisé, en humour, il les appelait les pigeonnes, notait leurs particularités psychologiques avec la précision d'un analyste et planifiait ses approches comme on planifie un investissement. Firas ne participait pas activement. Il écoutait, répondait par des émojis amusés et se taisait. Ce silence complice allait lui coûter 10 à 8 mois avec sursis et sa licence de guide. Riyad avait derrière lui 6 relations du même type avec des Européennes, 4 Françaises, une Belge, une Suissesse. Chacune s'était soldée par des transferts financiers. Les montants variaient de quelques milliers à une vingtaine de milliers d'euros. Il avait appris à chaque fois, affiné sa technique, corrigé ses erreurs. Avec Monique, il allait atteindre un niveau de sophistication qu'il n'avait jamais déployé auparavant et un montant qu'il n'avait jamais extorqué. Il avait aussi une fiancée tunisienne, Yasmine, 23 ans, dont aucune de ses victimes européennes n'avait jamais entendu parler. Yasmine croyait en lui. Ce détail n'est pas anecdotique, c'est peut être le plus triste de toute l'affaire. Parce qu'il révèle la profondeur d'un mensonge qui n'épargnait personne, pas même les gens qui n'étaient pas des cibles. Le premier jour du circuit, Riyad avait accueilli le groupe à l'aéroport de Tunis-Carthage avec le sourire chaleureux et légèrement formel que les touristes attendent d'un guide professionnel. Il avait fait le tour des prénoms, noté les particularités de chacun, distribué les badges du circuit. Monique avait remarqué sa façon de parler précise, documentée, avec une pointe d'humour au bon moment, et s'était dit qu'ils avaient de la chance d'avoir un bon guide. Rien de plus. Les premiers jours avaient été exactement ce qu'elle était venue chercher. Carthage, sous le soleil de l'après-midi, les ruines romaines qui semblaient surgir du néant entre les villas modernes, l'odeur du jasmin dans la médina de Tunis, les couleurs de Sidi Bou Saïd. Riyad expliquait, avec une passion qui ne semblait pas feinte, et elle ne l'était peu, être pas entièrement,
parce que même les manipulateurs habiles ont parfois quelque chose d'authentique quelque part, même si c'est juste l'amour de leur propre performance. Il était attentionné avec tout le groupe, aidait les personnes plus âgées à gravir les escaliers, adaptait le rythme au moins sportif, s'assurait que personne ne restait en arrière. Mais Monique, avec le recul qu'elle aurait plus tard, reconnaîtrait qu'il y avait une différence subtile dans la façon dont il lui adressait la parole. Pas une flatterie grossière, pas un geste déplacé. Juste une attention légèrement plus focalisée, une façon de se tourner vers elle quand il terminait une explication, comme si c'était à elle en particulier qui voulait s'assurer d'avoir été compris. Elle ne le remarqua pas consciemment. C'est ce qui rendait la technique efficace. Djerba avait été la dernière étape du circuit. 3 jours dans une lumière différente de celle du nord, plus dorée, plus lourde, avec cette qualité particulière de l'air du sud qui ralentit tout, les gestes, les pensées, les défenses. Le groupe était plus détendu qu'au début du voyage, les inhibitions des premières heures avaient fondu dans les repas partagés et les kilomètres de route commune. Monique elle-même s'était sentie différente au fil des jours, moins dans son rôle, moins dans sa posture de femme efficace et organisée, plus simplement présente dans son corps et dans l'instant. Riyad avait observé cette transformation avec la précision d'un technicien. Il avait attendu que le groupe soit suffisamment soudé pour que personne ne remarque qu'il consacrait un peu plus d'attention à l'une d'entre eux. Il avait attendu que Djerba fasse son travail d'amollissement. Et il avait choisi le dernier soir, pas le deuxième jour à Djerba, pas le milieu du séjour sur l'île, mais le tout dernier soir, quand la nostalgie du départ rend chaque moment plus intense, et quand l'idée de rentrer chez soi crée une urgence que les gens confondent souvent avec un sentiment authentique. Le dernier soir à Djerba, le groupe avait dîné ensemble dans un restaurant du port. L'ambiance était celle des fins de voyage, un peu de mélancolie, beaucoup d'anecdotes répétées pour la 3e fois, des échanges de numéros de téléphone entre des gens qui ne se rappelleraient plus leur nom dans 6 mois. Monique avait bu un verre de vin blanc en écoutant distraitement les conversations autour d'elle, et pensait déjà à la pile de dossiers qui l'attendait à son retour. Riyad s'était approché à la fin du repas, avec 2 petits verres de thé à la menthe. « Je fais toujours ça le dernier soir », avait-il dit simplement, pour les gens qui méritent qu'on prenne le temps. C'était pas une déclaration. C'était même pas tout à fait un compliment. Mais la formulation était suffisamment habile pour qu'elle l'entende, comme il voulait qu'elle l'entende, que parmi les 10 à 8 personnes du groupe, c'était elle qu'il avait choisi pour ce moment. Ils étaient montés sur la terrasse de l'hôtel. La mer de nuit devant eux, les lumières du port au loin, l'air tiède du mois de juin. Riyad avait parlé de son travail, de sa passion pour l'histoire de son pays, de ses rêves de créer sa propre agence de guide indépendant. Il avait posé des questions à Monique sur Nantes, sur son travail à l'hôpital, sur ce qui l'avait amené à voyager seule. Elle avait répondu, puis elle avait dit quelque chose qu'elle ne disait pratiquement jamais. Elle lui avait parlé de Bernard. Pas longtemps. Juste quelques phrases. Mais elles avaient suffi. Riyad avait écouté en silence. Puis il avait dit, 11 ans, c'est long à porter seul. Pas je suis désolé. Pas il devait être formidable. Juste cette phrase, sobre, directe, qui reconnaissait le poids sans chercher à le minimiser. Monique avait senti quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Une porte qu'elle avait cru murer depuis des années. Ils avaient parlé jusqu'à l'aube. Quand le ciel avait commencé à pâlir au-dessus de la mer, Riyad avait sorti son téléphone et lui avait tendu. Si tu veux garder le contact. Simple. Sans pression. Comme si c'était une évidence naturelle entre 2 personnes qui venaient de se comprendre. Monique avait rentré son numéro. Elle avait pris son avion pour Nantes quelques heures plus tard, les yeux brûlants de fatigue et le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis très longtemps. Elle ne savait pas encore ce qu'elle venait de mettre en mouvement. Josiane l'avait vue rentrer. « Tu rayonnes », avait-elle dit en lui apportant un café le lendemain matin. Il s'est passé quelque chose. Monique avait souri, un sourire que Josiane n'avait plus vu depuis des années, large et un peu embarrassé, le sourire de quelqu'un qui n'ose pas encore nommer ce qu'il ressent. Elle lui avait parlé de Riyad, le guide, la terrasse, le thé à la menthe, la conversation jusqu'à l'aube. Josiane avait écouté attentivement, puis elle avait dit « c'est beau ». Et c'était sincère. Parce que voir son ami avec cette lumière dans les yeux après, 11 ans de grisaille, méritait d'être accueilli avec générosité avant les questions, avant les précautions. Les questions viendraient plus tard. Les premiers mois avaient une douceur que Monique n'aurait pas su anticiper.
Riyad écrivait chaque matin un message en arabe avec la traduction en français en dessous, une petite attention qui lui semblait à la fois exotique et intime. Il lui envoyait des photos de Sousse à l'aube, le port encore silencieux, la lumière rose sur les façades blanches. Il lui posait des questions sur sa journée, avec une curiosité qui semblait genuinement intéresser comment s'était passée la réunion budgétaire. Est-ce que le collègue difficile lui avait encore compliqué la vie? Est-ce que Sophie allait bien? Il se souvenait de tout. C'est cela qui touchait Monique au plus profond, non pas les compliments, mais la mémoire. Qu'il retienne le prénom de sa fille, qu'il demande des nouvelles de Josiane, qu'il se rappelle qu'elle avait mentionné un problème de chaudière et qu'il l'interroge une semaine plus tard pour savoir si c'était réglé. Après 11 ans d'une vie où elle était devenue experte à veiller sur les autres, quelqu'un veillait sur elle, même à distance, même à travers un écran. Ce soin apparent s'étendait à des détails que Monique n'aurait jamais pensé mentionner à qui que ce soit. Il lui avait demandé, lors d'un appel la 3e semaine, quel était son plat préféré, et la semaine suivante, sans prévenir, il avait envoyé une vidéo de lui en train de cuisiner ce plat dans sa cuisine à Sousse, en la nommant dans son commentaire. Ce genre de geste semblait impossible à fabriquer. Comment inventer autant de précision? Monique ne savait pas encore que cette précision était justement le cœur de la technique que Riyad tenait un relevé méticuleux de chaque information livrée par ses cibles et qu'il les réinjectait au moment le plus efficace pour créer l'illusion d'une connaissance intime construite sur des mois de vraie présence. Il y avait aussi les appels du soir. Pas tous les jours, Riyad avait appris qu'une disponibilité totale et permanente éveillait la méfiance plutôt qu'elle ne la dissipait. 3 soirs sur 7, parfois 4. Jamais au même moment exact, ce qui créait une légère attente qui rendait chaque appel plus précieux. Ils parlaient de leur journée, de leur lecture, de leurs familles respectives. Riyad décrivait sa mère avec une tendresse qui semblait absolument réelle. Une femme seule qui avait tout sacrifié pour lui, qui vivait modestement dans le même quartier de Sousse depuis toujours. Monique écoutait ces récits avec une émotion qu'elle reconnaissait. C'était la même dévotion filiale qu'elle-même portait envers ses propres parents. Ce point de ressemblance contribuait à construire le sentiment d'une âme sœur trouvée contre toute attente, par-delà les frontières et les générations. Sophie avait entendu parler de Riyad dès le retour de Tunisie. Sa mère lui avait montré des photos, un beau jeune homme au sourire facile, visiblement à l'aise devant l'objectif. Sophie avait souri, posé quelques questions et rangé quelque chose dans un coin de sa tête. Infirmière en pédiatrie, habituée à observer les gens sous pression, elle avait une intuition des dynamiques humaines que son métier avait affûtée. Quelque chose dans les photos, dans le récit, dans l'enthousiasme un peu trop parfait de cette rencontre, quelque chose ne passait pas tout à fait. Elle n'aurait pas pu dire quoi exactement. Juste une sensation. Elle avait décidé d'attendre, de regarder, de ne pas briser quelque chose qui rendait sa mère heureuse avec des doutes qu'elle n'avait pas encore de mots pour articuler. Au 3e mois, la première demande était arrivée. Riyad avait appelé un soir, la voix un peu tendue, ce qui était inhabituel. Il avait toujours la même sérénité tranquille au téléphone. Il avait eu un accident avec son scooter, pas grave physiquement, mais le véhicule était endommagé et sans lui, il ne pouvait pas assurer ses circuits. La réparation coûtait 800 €, une somme qu'il n'avait pas disponible immédiatement, en attendant le paiement de son prochain groupe. Il n'avait pas demandé. Il avait expliqué la situation, avec un embarras visible, en précisant clairement qu'il se débrouillerait d'une façon ou d'une autre. C'est Monique qui avait proposé « Laisse-moi t'aider ». Il avait d'abord refusé 2 fois, avec une conviction qui semblait sincère. La 3e fois, il avait cédé, avec une reconnaissance émue qui avait rendu Monique heureuse de sa générosité. Elle avait fait le virement le lendemain matin, 800 €. Pour elle, c'était un geste d'amour, la façon dont on aide quelqu'un qui compte. Pour Riyad, c'était la réponse à un test soigneusement construit. La porte était ouverte. Sophie avait appris ce virement au 5e mois. Par hasard, sa mère avait laissé son relevé de compte visible sur la table de cuisine. 2 virements vers un compte en Tunisie, 800 € puis 2700, total, 3500 €. Elle avait attendu que Monique soit assise, avait posé le relevé devant elle et avait dit « Maman, tu m'expliques ça ?» La conversation avait été la première vraie dispute entre elles depuis l'adolescence. Monique s'était d'abord défendue avec une fermeté qui avait surpris Sophie. Elle n'était pas habituée à voir sa mère aussi peu disposée à l'entendre. « Je suis adulte, je sais ce que je fais, tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a entre nous. » Sophie avait insisté, avec cette façon qu'elle avait de rester calme même quand elle était bouleversée. « Je ne dis pas que tu as tort de l'aimer. Je dis que ça fait beaucoup d'argent pour quelqu'un que tu n'as rencontré qu'une fois. » Monique avait rangé le relevé et changé de sujet. Sophie n'avait pas lâché. Elle avait simplement décidé de changer de méthode. Les mois suivants avaient vu les demandes s'accélérer selon une progression que Riyad maîtrisait parfaitement.
Chaque nouvelle demande était légèrement plus élevée que la précédente, jamais un saut brutal. Toujours une escalade qui semblait naturelle dans la logique d'une relation qui s'approfondissait. Des frais médicaux pour sa mère, 1200 €. Une réparation urgente dans le logement familial, 2000 €. Un investissement pour lancer son projet d'agence de guide indépendant, 6000 €, avec une promesse de remboursement dans 6 mois, une fois les premiers groupes constitués. Entre chaque demande, les semaines de silence sur l'argent, des semaines de tendresse ordinaire, de conversation du soir, d'émojis envoyés à minuit, de petits riens qui reconstituaient la normalité de la relation et rendaient la prochaine demande d'autant moins suspecte. C'est ce rythme alterné, donner, reprendre, donner encore, qui épuisait les défenses. Monique ne pouvait pas maintenir un état de méfiance constant contre quelqu'un qui, la grande majorité du temps, se comportait comme un compagnon attentionné. Les moments où l'argent intervenait semblaient des accidents dans une relation qui, le reste du temps, paraissait authentique. Et puis les billets d'avion. Riyad était venu en France 2 fois. Des visites courtes 4 jours la première fois, 5 la seconde parfaitement orchestrée. Il était charmant, ponctuellement attentionné, avait apporté des gâteaux tunisiens, avait proposé de faire la cuisine un soir. Josiane l'avait rencontré lors de la première visite. Elle avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas su nommer sur le moment, un léger malaise derrière le charme, comme une dissonance imperceptible entre ce qu'il montrait et ce qu'elle percevait. Mais elle avait repoussé ce sentiment, parce qu'il était beau, parce qu'il était doux avec Monique, et parce qu'elle voulait que son amie soit heureuse. Sophie l'avait rencontré lors de la 2e visite. La tension avait été immédiate et réciproque, même si les deux s'étaient comportés correctement en surface. Riyad lui avait adressé des sourires calculés, pas trop chaleureux, pas trop formels, exactement ce qu'il fallait pour paraître sincère sans s'exposer. Sophie avait répondu avec une politesse qui ne cachait pas grand-chose. Elle avait regardé ses mains, sa façon de regarder sa mère, la microseconde de vide dans ses yeux avant que le sourire n'arrive. Elle n'avait rien dit ce soir-là, mais elle avait commencé à construire un dossier. Ce que Monique ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que pendant ces 7 mois de relation quotidienne, Riyad gérait simultanément 2 autres femmes européennes selon des protocoles similaires. Son téléphone principal était dédié à Monique. Un 2e téléphone gérait une Belge de 52 ans rencontrée dans un précédent circuit. Un 3e était réservé à une Française de Marseille qu'il avait contactée via un site de rencontre. Chacune recevait les photos de coucher de soleil, chacune recevait les messages du matin avec leur traduction. Chacune croyait être la seule. Dans ses échanges avec Firas, Riyad parlait de Monique comme de sa meilleure affaire en cours. Celle-là est solide, avait-il écrit un soir. Elle a économisé toute sa vie, elle va pas s'arrêter facilement, Firas avait répondu par un emoji. Ces messages seraient extraits de son téléphone lors de la perquisition et deviendraient la pièce la plus accablante de tout le dossier pénal. Au 10e mois, Sophie avait pris une décision. Elle avait cessé de confronter sa mère, non par résignation, mais parce qu'elle avait compris que la confrontation directe ne fonctionnait pas. Monique avait construit autour de cette relation une forteresse émotionnelle que les arguments rationnels ne pouvaient pas franchir. La seule façon de l'atteindre était de lui montrer quelque chose qu'elle ne pourrait pas réinterpréter. Sophie avait soumis les photos de Riyad à une recherche d'images inversée. Le résultat avait été partiel mais troublant. Un profil sur un réseau social tunisien avec le même visage, un prénom différent, Mehdi, et une photo de couple avec une jeune femme présentée dans la légende comme ma future femme. La jeune femme s'appelait Yasmine, Sophie avait appelé Josiane, les 2 femmes s'étaient retrouvées un dimanche matin, et la conversation avait duré 3 heures. Josiane, qui avait toujours eu un rapport pragmatique au problème, avait eu une idée. Elle allait créer un faux profil sur un réseau social, une femme française d'une 50aine d'années, touriste intéressée par les circuits privés en Tunisie, et contacter Riyad directement. Elle avait créé le profil en 20 minutes. Quelques photos génériques d'une femme de dos devant des monuments, une biographie vague mais crédible, un prénom d'emprunt. Puis elle avait envoyé un message à Riyad, j'ai trouvé vos coordonnées dans un groupe de voyageurs. Je cherche un guide privé pour 1 semaine à Sousse et ses environs. Riyad avait répondu en moins d'1 heure. La conversation avait pris une tournure personnelle en moins de 2 jours. Il utilisait exactement le même registre qu'avec Monique, les mêmes questions sur sa vie, les mêmes formules sur la solitude des gens qui ont tout donné aux autres, la même façon d'écouter qui donnait l'impression d'être vu. Josiane prenait des captures d'écran méthodiquement, les envoyait à Sophie au fur et à mesure. Au 4e jour, il avait envoyé à Josiane, sous son faux profil, le même emoji de lune qu'il envoyait à Monique chaque soir, depuis 10 mois. Bonne nuit, belle voyageuse. Je pense à toi. Sophie avait imprimé les échanges. 22 pages. Elle les avait apportés chez sa mère un mercredi soir, avait fait du thé.
s'était assise en face d'elle et avait posé les pages sur la table. Monique avait mis 20 minutes à tout lire, en silence complet. Sophie ne disait rien. Elle regardait le visage de sa mère, la façon dont quelque chose se déplaçait sous la surface, lentement, comme une fissure dans du béton. Quand Monique avait posé la dernière page, elle avait regardé par la fenêtre un long moment. Puis elle avait dit, d'une voix très calme, « Il a envoyé le même emoji de lune à cette femme qu'à moi tous les soirs depuis 1 an. » Elle n'avait pas pleuré. Pas immédiatement. Elle avait demandé à Sophie de lui faire un autre thé, avait gardé les pages dans les mains, était restée silencieuse pendant un long moment. Sophie s'était assise à côté d'elle, sans parler. Parce que certains silences n'ont pas besoin d'être remplis. Les larmes étaient venues plus tard dans la nuit. Pas les sanglots dramatiques qu'on s'imagine. Quelque chose de plus silencieux et de plus dévastateur, le genre de pleurs qui viennent quand on comprend qu'on a été trompé, non pas une fois, mais chaque jour, chaque matin, chaque soir, pendant 10 mois, que chaque message soigneusement mémorisé avait été un calcul, que chaque question sur sa journée était une technique, que ce thé à la menthe sur la terrasse de Djerba, le moment qu'elle avait rejoué des centaines de fois dans sa tête, avait été le début d'une opération dont elle était la cible. Le lendemain matin, Sophie avait appelé le commandant Patrick Sévérac de la brigade financière de Nantes. Il traitait en moyenne 40 dossiers similaires par an. Patrick Sévérac avait 50 et un an des épaules larges, une façon de parler direct sans être brutal, et un niveau de lassitude professionnelle qu'il avait appris à ne pas montrer aux victimes. Il avait reconnu le mode opératoire en 3 minutes d'écoute, guide touristique dans un pays du Maghreb, circuit organisé, dernière soirée romantique, relation à distance sur plusieurs mois, demande financière progressive. Le schéma était documenté, répété, et il avait rarement affaire aux victimes avant que tout soit déjà perdu. Cette fois, il y avait encore quelque chose à faire. Il avait rencontré Monique 2 jours plus tard. Elle était venue à son bureau, accompagnée de Sophie silencieuse, les mains croisées sur ses genoux, avec la dignité rigide de quelqu'un qui refuse de s'effondrer en public. Elle avait répondu à toutes ses questions avec précision, fourni tous les relevés de compte, tous les échanges exportés, toutes les captures d'écran du faux profil de Josiane. Elle était chef de service administratif depuis 30 ans, même dans les pires circonstances. Elle organisait, documentait, structurait. Sévérac avait dit « Madame Chevalier, ce que vous avez vécu est une arnaque sentimentale sophistiquée, et vous n'êtes pas la première ni la dernière. Ce qui est remarquable dans votre cas, c'est que votre fille a réagi assez tôt pour qu'il reste quelque chose à tenter. Il n'avait pas dit que les chances de récupérer l'argent étaient bonnes. Il n'avait pas non plus prétendu que la procédure serait simple. Il avait juste dit « On y va ». Le dossier avait été transmis aux autorités tunisiennes via Interpol. Maître Leila Garbi, avocate tunisienne de 45 ans basée à Tunis, spécialisée dans les affaires pénales impliquant des ressortissants étrangers, avait été mandatée pour porter plainte localement et suivre la procédure côté tunisien. Une femme remarquable dans un système judiciaire qui traitait rarement ce type d'affaires comme une priorité, mais qui avait accepté le dossier parce qu'elle estimait qu'il en valait la peine. Henri de Lacombe, consul honoraire de France à Sousse, avait été contacté en parallèle. Retraité français de 64 ans installé en Tunisie depuis 20 ans, il connaissait le milieu local avec la précision de quelqu'un qui a passé 2 décennies à naviguer entre 2 cultures. Il avait entendu parler de Riyad Mazali pas directement, mais le nom circulait dans certains cercles. Un garçon très doué, avait-il dit lors de sa première conversation téléphonique avec Sévérac, dans le mauvais sens du terme. Ce que Delacombe avait apporté au dossier allait au-delà d'un simple renseignement de contexte. Il connaissait des commerçants du quartier de Jawara, des responsables municipaux, des anciens guides reconvertis dans d'autres métiers. En quelques jours de discrets contacts téléphoniques, il avait reconstitué une partie de l'historique de Riyad, que les bases de données policières n'auraient pas pu fournir les bruits qui couraient depuis des années sur ses méthodes, les plaintes jamais formalisées, les familles de victimes tunisiennes qui avaient préféré se taire plutôt que d'affronter la honte d'une procédure publique. Ces informations n'étaient pas des preuves. Mais elle donnait au dossier une épaisseur qui faciliterait le travail de Maître Garbi devant le tribunal de Sousse. La perquisition avait eu lieu un matin de la fin de l'automne. 3 policiers tunisiens avaient frappé à la porte de l'appartement de Riyad à Sousse à 7 heures du matin. Il était là. Il n'avait pas tenté de fuir. Il avait gardé son calme avec une maîtrise qui avait impressionné les agents, le calme de quelqu'un qui avait envisagé ce moment et décidé comment s'y comporter. 3 téléphones avaient été saisis, chacun dédié à un groupe de victimes différentes, nom, montant, stade de la relation, prochaines étapes prévues. Une organisation qui révélait non pas un opportuniste impulsif, mais un opérateur méthodique. Les messages avec Firas avaient été trouvés sur le téléphone principal des dizaines d'échanges où Riyad décrivait ses victimes avec un vocabulaire qui allait droit au cœur de la préméditation. Les pigeonnes, avec des notes sur leur psychologie, leurs faiblesses, leur montant disponible estimé,
Firas avait été convoqué dans la semaine. Il avait d'abord tenté de minimiser son rôle simple ami, jamais impliqué directement, juste au courant sans jamais avoir dit quoi que ce soit. Sous la pression des enquêteurs et face aux extraits de ses propres échanges avec Riyad, il avait progressivement lâché des informations, des noms de victimes précédentes, des détails sur des transferts financiers, la chronologie des différentes relations entretenues simultanément. Il protégeait Riyad sur certains points, le lâchait sur d'autres, avec la lâcheté caractéristique de quelqu'un qui n'a jamais eu le courage ni de participer pleinement ni de s'y opposer. Maître Garbi avait contacté les 6 victimes précédentes identifiées dans les téléphones. 3 étaient joignables. 2 avaient accepté de témoigner, une Française de Lyon, une Belge de Bruxelles, avec des histoires presque identiques à celles de Monique dans leur structure, différentes dans leurs détails personnels. La 3e avait refusé, par honte encore trop vive. Ces 2 témoignages avaient suffi à établir la qualification de récidive, ce qui alourdissait considérablement les charges contre Riyad. Le procès avait eu lieu au tribunal de première instance de Sousse. Monique n'y avait pas assisté physiquement, son témoignage avait été transmis par écrit et par vidéo. Elle avait regardé la retransmission depuis Nantes, avec Sophie à côté d'elle. L'audience avait duré 2 jours. Le procureur tunisien avait présenté les preuves avec méthodologie, les 3 téléphones, les montants transférés, les messages avec Firas, les témoignages des victimes précédentes. La défense de Riyad avait tenté de présenter les transferts comme des dons librement consentis dans le cadre d'une relation sentimentale genuinement vécue des 2 côtés. L'argument s'était heurté aux extraits des messages avec Firas, qui démontraient sans ambiguïté possible que Riyad avait calculé chaque étape de la relation dans le seul but d'extraire de l'argent. Le moment le plus difficile avait été la lecture à voix haute, par le greffier, d'un extrait des messages dans lequel Riyad estimait le montant total qu'il pourrait extraire de Monique. Il avait noté: elle a économisé toute sa vie, mari mort, elle a peur de vieillir seule, potentiel maximum. Ces mots potentiel maximum avaient traversé Monique comme un couteau froid. Elle était chef de service. Elle avait passé 30 ans à évaluer des budgets, des rendements, des capacités. Et voilà qu'elle avait été évaluée, elle aussi selon les mêmes critères, mais comme une ressource à épuiser. Le verdict était tombé: 4 ans de prison pour escroquerie en récidive et abus de confiance aggravé. Firas avait copé de 10 à 8 mois avec sursis et du retrait temporaire de sa licence de guide touristique. La peine avait été ressentie comme légère par les victimes françaises. Maître Garbi avait expliqué que dans le contexte judiciaire tunisien, pour ce type d'affaires, c'était une condamnation significative et qu'elle créait un précédent utile pour les dossiers à venir. Yasmine, la fiancée de Riyad, avait rompu les fiançailles le lendemain du verdict. Elle avait 23 ans, elle croyait en lui. Ce qu'elle avait ressenti en apprenant la vérité n'est pas documenté dans le dossier, elle a refusé tout contact avec les journalistes et les enquêteurs. Mais elle était, d'une certaine façon, la seule véritable victime collatérale de l'affaire, quelqu'un qui n'était ni une cible ni une complice, juste une femme qui avait aimé quelqu'un qui n'existait pas vraiment. Le recouvrement financier avait été la dernière déception. Sur les 47 000 € transférés par Monique en 11 mois, 6 200 avaient pu être retrouvés et saisis. Le reste avait été dépensé, converti ou transféré vers des comptes inaccessibles. Maître Garbi avait été clair, il fallait pas espérer davantage. L'argent était parti, 47 000 €. 30 ans d'économie constituée sur un salaire de fonctionnaire hospitalière, en renonçant aux vacances, en faisant attention à chaque dépense, en pensant que cette sécurité serait là pour les années difficiles de la vieillesse. Disparu en 11 mois, par virements successifs vers un compte en Tunisie, pour un homme qui avait calculé sa capacité de prélèvement avant même d'avoir bu le thé du dernier soir sur la terrasse de Djerba. Monique avait appris le chiffre lors d'un appel téléphonique avec Maître Garbi. Elle avait raccroché, était restée assise à sa table de cuisine pendant 1 heure, puis avait appelé Josiane. Josiane était arrivée en 20 minutes avec un gâteau et sans poser de questions. Elles avaient mangé en silence, et puis Josiane avait dit « Tu vas t'en sortir ». Pas comme une consolation, comme un constat. Les mois qui avaient suivi le verdict avaient été les plus difficiles, dans un sens différent de ceux qui avaient précédé la découverte. Avant, Monique avait souffert du manque, le vide laissé par la fin brutale d'une relation qu'elle croyait réelle. Après, elle souffrait de quelque chose de plus complexe, la nécessité de recomposer son rapport à elle-même, dans un monde où la confiance qu'elle avait accordée avait été si complètement mal placée. Elle avait pris une retraite anticipée 6 mois après les faits. Non, par honte, Monique n'était pas une femme qui se cachait, mais parce qu'elle avait besoin de temps, de silence, d'un espace qui lui appartienne entièrement sans la pression du regard des collègues. Elle avait organisé son départ avec la même méthode qu'elle avait apportée, à 30 ans de carrière, transmission des dossiers, formation de sa successeur, pot d'au revoir sobre et digne.
Elle avait commencé une thérapie hebdomadaire avec une psychologue nantaise spécialisée dans les traumatismes relationnels. Les premières séances avaient été difficiles, Monique n'était pas habituée à parler d'elle-même dans un espace qui lui était entièrement consacré. Mais progressivement, quelque chose s'était dénoué. Des questions qu'elle ne s'était jamais posées avaient commencé à recevoir des réponses, pas des réponses définitives, mais des pistes. Pourquoi avait-elle été si susceptible à cette forme d'attention? Qu'est-ce que le deuil de Bernard avait laissé de non-dit? Quelle image d'elle-même avait-elle construite pendant 11 ans de solitude apparemment choisie? Ces séances avaient aussi mis au jour quelque chose que Monique n'avait pas vu venir, une colère. Pas contre Riyad uniquement, cette colère-là était évidente, légitime, et elle avait fini par se déposer naturellement avec le temps. Une colère plus ancienne, plus profonde, dirigée contre les années où elle avait accepté sans les nommer ses propres besoins d'affection. Contre la façon dont elle s'était convaincue qu'à son âge, dans sa situation, ses besoins étaient soit honteux, soit irréalistes. Cette colère-là était plus utile que l'autre. C'est elle qui l'avait poussée à continuer la thérapie quand l'envie d'arrêter était la plus forte. Elle avait recommencé à lire des romans sentimentaux, mais je choisis mieux mes histoires maintenant, disait-elle à Josiane avec un sourire qui contenait à la fois de la douleur et quelque chose qui ressemblait à de l'ironie douce. Elle n'avait pas refait de voyage organisé, mais elle envisageait de partir avec Sophie, pas un circuit, quelque chose qu'elle construirait ensemble, à leur rythme. Sophie, de son côté, avait continué à travailler sans chercher la reconnaissance. Sa méthode d'investigation, faux profil, documentation systématique, escalade progressive vers les autorités compétentes avait été citée par le commandant Sévérac lors d'une formation policière nationale destinée aux agents de brigade financière. Il ne l'avait pas nommée, elle ne l'avait pas su. Ce détail, qui lui avait été rapporté bien plus tard par Sévérac lui-même lors d'une conversation téléphonique de suivi, l'avait fait rire le genre de rire, bref, qui dit à la fois c'est absurde et c'est parfaitement juste. Elle et sa mère avaient mis plusieurs mois à retrouver la fluidité de leur relation. Pas une blessure irréparable, mais une conscience nouvelle de la façon dont l'amour filial pouvait se heurter à l'autonomie d'une adulte. Elles en avaient parlé directement avec la franchise qui caractérisait leur lien depuis le deuil de Bernard. Ce qu'elles avaient traversé les avait rendues plus proches dans un sens plus conscientes de la valeur de ce qu'elles avaient l'une pour l'autre. Josiane avait raconté la création du faux profil à toutes ses amies, avec une jubilation non dissimulée et un sens du détail qui s'enrichissait légèrement à chaque récit. J'ai fait mon premier profil pour coincer un escroc tunisien à 58 ans. Ma fille n'en revient toujours pas. La phrase était devenue sa façon préférée d'introduire l'histoire. Et elle ne s'en lassait pas. Il y a en France, selon les chiffres de la brigade financière, plusieurs milliers de dossiers d'arnaque sentimentale déposés chaque année. Le chiffre réel est bien supérieur, la majorité des victimes ne portent jamais plainte. Par honte, par incrédulité, par incapacité à nommer ce qu'elles ont vécu. Les femmes de 50 ans et plus représentent la tranche la plus touchée. Les circuits touristiques, dans les pays du Maghreb, constituent l'un des vecteurs les plus fréquents, non pas parce que tous les guides sont des manipulateurs, mais parce que la position du guide crée exactement la structure de confiance asymétrique que ces hommes savent exploiter avec une efficacité redoutable. Le commandant Sévérac avait dit quelque chose lors de l'une de ses dernières conversations avec Monique qui était restée gravée dans sa mémoire. Elle lui avait demandé comment il supportait de traiter 40 dossiers similaires par an, de voir les mêmes destructions se répéter en boucle avec des visages différents. Il avait réfléchi un moment, puis répondu « Ces hommes ne vendent pas de l'amour, ils vendent de la visibilité. Ils rendent leurs victimes visibles à elles-mêmes. Et c'est le produit le plus cher qui soit. » Monique avait gardé cette phrase. Elle y pensait souvent dans les bons jours, dans les mauvais. Elle lui semblait vraie d'une façon qui dépassait son propre cas. Elle disait quelque chose sur la solitude ordinaire de millions de gens qui traversent leur vie sans être vraiment vus et sur la vulnérabilité que cette solitude crée face à n'importe qui, capable de simuler l'attention avec suffisamment de précision et de patience. Ce qui lui a pris, elle pourra peu être un jour le reconstruire en partie. Les 47 000 € manqueront pour les années difficiles, mais elle a encore sa retraite, sa maison, sa fille. Ce qui lui a rendu brièvement, avant de le lui reprendre, était autre chose. La sensation d'être attendue quelque part dans le monde, d'avoir un prénom dans la bouche de quelqu'un qui pensait à elle. Ce vide-là n'a pas de colonne dans un relevé de compte et il n'a pas non plus de délai de recouvrement prévisible. Elle a 57 ans aujourd'hui. Elle prend son café du dimanche avec Josiane comme avant. Elle lit ses romans sans s'en excuser. Elle a posé des dates de vacances avec Sophie Destination, encore indéfinie, quelque chose de simple, sans circuit organisé, sans guide, sans dernier soir, sur une terrasse dont elle rentrerait avec un numéro de téléphone et le sentiment faux d'avoir été choisie.
Il m'a rendu visible quand j'avais cessé de l'être, a-t-elle dit lors de son audition. Je lui ai donné tout ce que j'avais économisé pour mes vieux jours. Ce que j'ai perdu en argent, je peux être le reconstruire. Ce qu'il m'a rendu en confiance avant de me la reprendre ça, je sais pas encore si je peux le retrouver seul. C'est pas une fin heureuse, mais c'est une fin honnête. Et peut être, pour quelqu'un comme Monique Chevalier, l'honnêteté a toujours été la forme de courage qui comptait le plus.